Le chapitre qu'on va aborder maintenant est un chapitre qui est absolument crucial, puisque pour le moment, je vous rappelle qu'on a pu traiter très efficacement uniquement le cas des séries qui sont à terme positif. Ce sont les seules séries pour lesquelles, à l'heure actuelle, on a des critères vraiment très très efficaces pour déterminer la nature d'une série, soit convergente, soit divergente. Puisqu'on a vu que les séries pour lesquelles on était capable de calculer la suite des sommes partielles étaient très exceptionnelles. Donc la plupart des critères qu'on avait, c'était sur les critères pour les séries à terme positif, et ces critères portaient plutôt sur le terme général de la série. Et d'ailleurs, heureusement, puisqu'on sait bien que la suite des sommes partielles est justement inaccessible. Donc la question qui reste en suspens, c'est que faire avec les autres, puisque pour l'instant, on ne sait traiter que les séries à terme positif, ou celles qui s'y ramènent, c'est-à-dire les séries dont le terme général est de signe constant à partir d'un certain rang, puisqu'on sait que quand le terme général est négatif à partir d'un certain rang, on a vu comment travailler avec la suite des opposés. Donc hormis ce type de cas pour lequel on est relativement efficace, quoi qu'on a quand même vu quelques exercices très difficiles, la question reste en suspens pour toutes les séries dont le signe change à partir de tout rang. C'est-à-dire par exemple moins 1 puissance n, n sur n racine de n, sinus n sur n au carré, moins 1 puissance n sur n, sont des séries dont on ne peut pas dire qu'elles sont de signe constant à partir d'un certain rang, puisqu'à partir de tout rang, elles vont prendre des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc, ces séries-là, elles restent pour l'instant sans réponse, puisqu'elles ne sont pas à valeur positive, à valeur de signe constant, et on est incapable de déterminer le calcul de la suite des sommes partielles. Donc, comment déduire de ces séries-là? Alors, c'est justement tout l'intérêt de ce chapitre, d'étudier ce qu'on va appeler les séries qui sont absolument convergentes, dont la définition est donnée ici. L'objectif, vous l'avez bien noté, c'est de se ramener à des séries à terme positif, pour lesquelles on a des critères efficaces. Donc justement, on dit qu'une série à terme réel ou complexe est absolument convergente. On le notera assez vite comme ça en approximation. Lorsque la série de termes général des valeurs absolues, si le terme est réel, ou des modules, est convergente. Donc vous voyez que dans cette définition, il y a une volonté absolue de se ramener à des séries à terme positif. Alors évidemment, la clé de ce chapitre, le théorème clé de ce chapitre, ça va être de démontrer que toute série absolument convergente est nécessairement convergence. C'est-à-dire que l'absolue convergence entraîne la convergence. C'est le théorème qu'on va citer et qu'on va s'attacher à démontrer. Le théorème fondamental de ce chapitre est donc de dire que toute série de terme général à n qui est absolument convergente est convergente. Autrement dit, si une série est absolument convergente, alors la série est convergente. Ou autrement dit, en revenant à la définition, si la série des valeurs absolues ou des modules est convergente, alors la série est elle-même convergente. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ces implications-là. On verra aussi qu'on a une inégalité sur la somme, qui sera simplement, quelque part, l'inégalité triangulaire généralisée, mais ça, je le démontrerai à part. Pour l'instant, on va juste s'occuper de ces deux implications-là. J'indique ici directement que la réciproque est fausse. Justement, on verra des séries qui malheureusement vont résister encore à ce critère, c'est-à-dire des séries dont le terme général n'est pas de signe constant, qui ne sont pas absolument convergentes, mais qui sont néanmoins convergentes. On appellera ces séries des séries semi-convergentes. Mais ça, leur tour viendra. Pour l'instant, on va déjà regarder la démonstration de ce théorème. Alors cette démonstration va se faire en deux étapes. On va déjà regarder ce qu'il se passe pour les séries dont le terme général est réel, et ensuite on regardera ce qui se passe pour les séries de terme général complexes. Donc on va déjà envisager un premier cas. On va supposer que la suite des coefficients, la suite AN, est déjà dans un premier temps une suite à coefficients réels. Alors moi je l'ai fait démarrer à 0, mes suites. Il est bien entendu que le résultat sera aussi valable si vous les faites démarrer à un certain rang. Toujours pour les mêmes raisons, on sait que la nature d'une série, et ici il n'est question que de la nature, ne dépend pas de la modification d'un nombre fini de termes. En l'occurrence, elle ne dépend pas des premiers termes. Donc ici, l'objectif, ça va être de découper le nombre à n, qui lui, a priori, est de signe quelconque, en somme ou différence, tout dépend comment on voit les choses, de termes de signe constant. Donc pour ça, on va définir deux nouveaux nombres qui sont associés au terme général AN. On va définir le nombre que je vais appeler AN+, que je vais appeler la partie positive de AN, qui vaut AN si AN est positif ou nul, et qui vaut 0 si AN est strictement négatif. Et la partie que je vais déclarer comme étant négative, AN-,
qui vaut moins AN si AN est négatif, et qui vaut pardon, 0 si AN est positif ou nul. Donc on va définir ces objets-là. Il est assez facile, c'est une petite disjonction de cas, de voir que le nombre AN se reconstitue littéralement avec la partie positive et la partie négative. AN est égal simplement à AN plus moins AN moins. Il suffit de faire une disjonction de cas pour le vérifier. Il suffit de regarder ce qui se passe lorsque AN est positif et lorsque AN est strictement négatif pour voir qu'on obtient bien la même chose. Effectivement, si AN est positif, dans ce cas-là, la partie négative vaut 0, la partie positive vaut AN, on récupère donc bien AN. Et si AN est strictement négatif, la partie positive vaut 0, la partie négative vaut moins AN. Donc le moins moins va se négocier pour donner AN. Donc on récupère bien l'expression. On récupère aussi la valeur absolue, qui est la somme de la partie positive et de la partie négative. Là encore une fois, il suffit de faire une disjonction de cas pour l'établir. Il suffit de regarder ce qui se passe quand AN est positif et quand AN est négatif. Si AN est positif, quand j'additionne les deux termes qui sont ici, je récupère bien AN. Et quand AN est négatif, si j'additionne les deux termes qui sont ici, j'obtiens bien moins AN. On obtient bien la définition de la valeur absolue, qui est AN si AN est négatif. Donc là, l'immense avantage de la suite AN+, et de la suite AN- qu'on vient de définir, leur immense avantage, c'est que ce sont des suites positives. Donc là, on se ramène dans le giron des suites positives. Donc on va pouvoir appliquer à AN+, et à AN-, probablement tous les théorèmes sur les séries à terme positif. Vous notez notamment, grâce à cette relation, et dû au fait que les termes ici sont positifs, tous les deux, qu'on a des inégalités qui vont tomber toutes seules. C'est que pour tout entier naturel n, le terme AN+, par exemple, est positif et est donc majoré par la valeur absolue de AN, puisque pour obtenir valeur absolue de AN, il faut ajouter ce nombre positif. Et vous avez également que AN- est positif par définition et majoré par la valeur absolue de AN, et ceci pour les mêmes raisons, puisque je dois rajouter un nombre positif pour obtenir la valeur absolue de AN. Notez ici que toutes les inégalités lient uniquement des nombres positifs. Et vous notez qu'en hypothèse, nous savons que la série de termes général valeur absolue de AN converge, puisque nous, on a supposé que la série était absolument convergente. Moralité, on va pouvoir appliquer un théorème absolument clé dans l'étude des séries à termes positifs, qui est le théorème de comparaison. Donc par théorème de comparaison, des séries à termes positifs, on va donc récupérer que la convergence absolue de la série AN, c'est-à-dire la convergence de la série de termes général module de AN, va entraîner d'une part que la série des AN+ converge et que la série des AN- converge. Il nous reste ensuite à utiliser les opérations sur les séries convergentes. Les opérations sur les séries convergentes attestent que la série de termes général combinaison linéaire de AN+ et de AN- converge. En particulier, la série de termes général AN+ moins AN- sera convergence, et donc AN sera convergente. Donc il ne nous reste plus qu'à utiliser les opérations sur les séries convergentes. Ce qu'on va noter par opération sur les séries convergentes, on récupère donc que la série de termes général AN+ moins AN- est également convergente. Mais ça, c'est également la série de termes général AN, puisqu'avec AN+ et avec AN-, on a reconstitué le terme général de la série. Moralité, on est parti d'une suite réelle. On a démontré que si la série de termes général AN est absolument convergente, alors la série de termes général AN converge. Donc on a bien démontré l'implication quand on prend un terme général qui est réel. Pour le cas des séries à terme général complexes, on va évidemment se ramener dans le cadre du premier cas, puisque je vous rappelle qu'on a déjà traité le premier cas, le cas où les suites AN étaient à coefficient réel, et on a montré que dans ce cas-là, l'implication est validée.
On va simplement se ramener à ce cas-là en décomposant les nombres complexes comme la somme de leur partie réelle et de leur partie imaginaire. Donc là, je vais simplement indiquer que la suite AN peut être découpée en UN plus INVN, où UN désigne tout simplement la partie réelle du nombre complexe AN, et Vn désigne tout simplement la partie imaginaire du nombre complexe AN, qui sont évidemment par définition des nombres réels. Si vous regardez le terme AN dans le plan complexe, si vous regardez ce que représentent UN et Vn, donc imaginez que le nombre complexe, ce soit le point d'affixe AN est égal à UN plus IVN. Vous notez donc que UN c'est la partie réelle et Vn c'est la partie imaginaire, donc l'un se lie en abscisse, l'autre se lie en ordonnée, que la distance qui apparaît ici, cette distance-là, eh bien, elle se mesure, alors je vais dire en valeur absolue de UN. Alors évidemment, ici, UN est positif, mais s'il était négatif, il faudrait prendre la valeur absolue. Et pour l'autre, ce terme-là, ça représente également la valeur absolue de Vn. Donc là, vous avez visuellement tous les acteurs qui vont nous intéresser. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est une comparaison au module de UN. Et on voit directement, en se plaçant dans le triangle rectangle adapté, qu'en appliquant le théorème de Pythagore, on va récupérer que la mesure de ce triangle-là est évidemment plus petite que la mesure de son hypoténuse. Donc vous allez récupérer déjà cette information, et vous allez récupérer la même information pour l'autre côté du triangle rectangle associé. Donc là, je travaille dans le triangle rectangle qui est ici. Là, j'ai la mesure d'un côté, enfin, du côté opposé, du côté adjacent, et là, j'ai la mesure de l'hypoténuse. Donc on a bien ces relations qui sont valables pour tout entier naturel n. Or, ces relations nous ramènent une fois encore dans le giron des séries réelles et des séries positives. Or, par hypothèse, la série de termes générale AN converge, puisqu'on a supposé que cette série-là était absolument convergente, donc la série des modules est convergente. On va réutiliser le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs. Le théorème de comparaison, donc ceci implique, ça c'est le théorème de comparaison des séries à termes positifs, donc ça implique par théorème de comparaison que la série de termes générale UN est convergente. C'est-à-dire que la série de termes générale UN est donc absolument convergente. Or, on a vu que pour des séries à termes général réels, et UN ici est bien un nombre réel, l'absolue convergence entraîne la convergence. Donc on vient de démontrer que la série de termes général UN est donc convergente. On vient donc de démontrer que l'absolue convergence de la série des AN entraîne la convergence de la série des UN. Vous voyez que le raisonnement, vous pouvez le mener exactement de la même manière avec cette inégalité. Donc le même raisonnement mené de façon identique va donc nous permettre d'établir également, toujours via le critère de comparaison des séries à termes positifs, que la convergence absolue de la série des AN entraîne la convergence de la série des VN. Il ne nous reste plus qu'à utiliser les opérations sur les séries convergentes. La série de termes général UN plus IVN est donc une série convergente, puisqu'on a vu que toute combinaison linéaire de séries convergentes est une série convergente. Ici, on a bien affaire à une combinaison linéaire, puisque le nombre i est ici un scalaire qui ne dépend pas de n, un scalaire complexe certes, mais vous avez bien noté que quand on a fait la démonstration à l'époque, on a considéré que les scalaires étaient dans K, c'est-à-dire qu'on pouvait les prendre soit réels, soit complexes. Donc on obtient que cette série est convergence comme combinaison linéaire de séries convergentes, Ça, c'est les opérations sur les séries convergentes, combinaison linéaire de séries convergentes. Et par conséquent, la série de termes général AN est donc bien convergente, puisqu'on a reconstitué le terme général avec sa partie réelle et sa partie imaginaire. Cette fois-ci, la disjonction de cas est complète, puisqu'on a traité le cas où le terme général était réel. On vient de traiter le cas où le terme général est complexe. On a donc démontré, dans tous les cas, que si la série est absolument convergente, alors la série... Alors passons comme promis à la deuxième partie du théorème fondamental, qui est, une fois qu'on sait qu'on a l'absolue convergence, la comparaison de la somme
de la série des valeurs absolues et de la valeur absolue de la somme de notre série. Donc on va démontrer ce résultat-là, vous allez voir, c'est juste une conséquence de l'inégalité triangulaire, mais montrons-le proprement. Donc dans notre hypothèse, on sait que notre série est absolument convergente, ça c'est ce que l'on sait. Donc en utilisant le théorème précédent, on peut dire que comme la série de termes général UN est absolument convergente, donc on peut déjà affirmer que la série de termes général AN est convergente. Ce qui est très intéressant, parce que là, en disant ça, on donne naissance quelque part à ce nombre réel-là, qui est parfaitement défini, c'est la somme d'une série convergente, et on donne aussi naissance à ce nombre réel-là, qui est la somme de la série des AN, qui est donc parfaitement définie, puisque la série des AN est convergente. Donc déjà, ça vient attester que le nombre qui est ici et que le nombre qui est ici, ils existent bien. Donc d'où l'existence. On sait à quel point c'est important l'existence, notamment dans les écrits, dans les oraux, de bien vérifier que les objets qu'on manipule existent. Donc d'où l'existence, déjà, de la somme pour n variant de 0 à l'infini des AN et de la somme pour n variant de 0 à plus l'infini des modules de AN. Donc déjà, ces deux points-là sont établis. Comment comparer ces deux objets-là? En revenant à leur définition. Lui, c'est la limite de la suite des sommes partielles de la série de termes général module de AN. Et lui, celui qui est dans les modules, là, c'est la limite de la suite des sommes partielles de la série de termes général AN. Donc, pour pouvoir comparer les limites, il faudrait comparer les suites dont les limites sont issues. Donc, on va appeler classiquement AN, c'est la suite des sommes partielles de la série de termes général AN. Et moi, cette suite-là, je vais lui appliquer l'inégalité triangulaire. Alors là, l'inégalité triangulaire, c'est l'inégalité triangulaire qu'on connaît bien. Ici, on a une somme finie de termes, et nous, on a démontré que le module de la somme est toujours majoré par la somme des modules. On avait appelé ça inégalité triangulaire généralisée, démonstration faite par récurrence. Cette relation est valable, évidemment, pour tout n entier naturel. Or, nous, on a démontré que ces deux suites-là étaient des suites qui étaient convergentes. Celle-là est convergente puisque la série de termes général AN est absolument convergente. Celle qui est dans le module ici est convergente puisque la série de termes général AN est convergente. Si vous ajoutez à ça le fait que si une suite converge, son module converge, ça c'était les opérations sur les suites convergentes, on récupère donc en passant à la limite. Alors je vous rappelle que le passage à la limite nécessite évidemment la vérification de la convergence des objets, ce qu'on vient de faire. En passant à la limite, c'est-à-dire en faisant tendre ici n vers plus l'infini. La suite qu'on récupère ici, elle va converger vers le module de la somme de la série DAK. Et la suite qui est ici, elle va converger vers la somme pour k variant de 0 à l'infini des modules de AK. On utilise donc les passages à la limite dans les inégalités. Et on peut bien faire ça dès lors qu'on a des inégalités qui sont valables à partir d'un certain rang et que les suites qui interviennent dans ces inégalités convergent. On vient donc bien de montrer que lorsque la série est absolument convergente, c'est-à-dire lorsque ces deux termes existent, on a une inégalité naturelle entre la valeur absolue de la somme et la somme de la valeur absolue. Mais j'insiste bien sur le fait que ceci n'est valable que lorsque la série est absolument convergente. Passons à un premier exercice qui va nous permettre d'appliquer déjà le théorème, de voir l'application du théorème qu'on a démontré, mais qui va ouvrir une porte sur d'autres résultats possibles qu'on va établir, en tout cas qu'on va améliorer, puisqu'on va voir que les critères sur les séries à termes positifs, en tout cas les critères de comparaison, vont être améliorables. Alors, pour cet exercice-là, déjà je corrige une petite faute de frappe, puisqu'on prenait le terme général à partir de 0, alors que pour n égale 1, le dénominateur était nul. Donc il faut évidemment prendre cette série à partir du rang 2. L'objectif est d'étudier la nature de la série, c'est-à-dire à savoir si la série est convergente ou divergente. Donc, bon, comme d'habitude, je vais donner un nom au terme général. Donc le terme général, c'est sinus de n plus moins 1 puissance n sur n carré plus moins 1 à la puissance n. Alors déjà, il y a quelque chose qu'on peut attester assez simplement, c'est que cette série pose effectivement un problème, puisque le dénominateur est de signe constant, puisque n au carré est toujours supérieur ou égal à moins 1 puissance n. Par contre, le numérateur, lui, a l'air de changer constamment de signe.
Donc on est bien dans le cadre d'application du théorème d'absolue convergence, puisqu'on ne peut pas appliquer les critères sur les séries à termes positifs. Donc évidemment ici, le résultat qui va être la clé, c'est de travailler avec le module de AN. Enfin, ici, sa valeur absolue, puisqu'on travaille avec des nombres réels. Donc on va déjà exploiter le fait que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, que le module du dénominateur, ici, c'est évidemment le nombre lui-même, puisqu'on travaille avec un nombre réel qui est positif, étant donné que n carré est supérieur ou égal à 4 lorsque n est plus grand que 2, et que moins 1 puissance n valant soit 1 soit moins 1, on obtient bien un nombre qui est positif. Donc on a déjà cette relation-là qui est valable pour tout n supérieur ou égal à 2. Maintenant, il nous reste à attaquer le numérateur. Pour attaquer le numérateur, on va utiliser une inégalité triangulaire, la première inégalité triangulaire, qui nous permet de majorer le numérateur par la valeur absolue de sinus n plus la valeur absolue de moins 1 à la puissance n sur... Alors, afin d'éliminer le moins 1 puissance n au dénominateur, je vais tout de suite minorer le dénominateur. On minore le dénominateur pour obtenir une fraction plus grande. Inégalité toujours valable pour tout n supérieur ou égal à 2. Et enfin, comme la valeur absolue de sinus x est plus petite que 1, et que la valeur absolue de moins 1 puissance n est exactement égale à 1, on peut donc obtenir cette majoration-là. Voilà, donc on vient d'établir notre majoration du module de AN par ce terme qui est beaucoup plus simple et garanti de signe constant, bien entendu, puisqu'il est plus grand qu'un nombre positif. Alors, maintenant, ce terme-là, lui, 2 sur n carré moins 1, on peut le traiter pour lui-même. Ce terme-là est équivalent à 2 sur n carré. À partir de là, on va pouvoir appliquer tous les critères sur les séries à termes positifs pour démontrer l'absolue convergence de la série de termes général à n. Je m'explique. On sait que cette série-là est une série de Riemann convergente. Alors vous allez me dire, non, c'est la série des 1 sur n carré qui est une série de Riemann convergente. C'est vrai, mais on sait que la nature d'une série n'est pas modifiée si on multiplie son terme général par un nombre non nul. Donc, enfin nul, de toute façon on obtiendrait 0. Hein. Donc on va récupérer que cette série-là, elle converge par comparaison à une série de Riemann. Donc par critère d'équivalence des séries à termes positifs, on récupère que la série de termes général 2 sur n carré moins 1 est également une série convergente. Tout ça pour n supérieur ou égal à 2. On peut donc appliquer maintenant les critères de comparaison sur les séries à termes positifs, puisque le module EAN est évidemment positif et qu'ici on a affaire à une série convergente. Donc en appliquant le théorème de comparaison pour les séries à termes positifs, on récupère donc que la série de termes général valeur absolue de EAN est convergente. Donc, toujours par la définition ici, que la série de termes général AN est donc absolument convergente. Et donc, grâce au théorème fondamental qu'on a démontré, la série de termes général AN converge. Donc on a réussi à démontrer la convergence de la série de termes général AN, alors que son terme général n'est pas de signe constant, y compris à partir d'un certain rang. Et on voit que le biais qu'on a utilisé, c'est de passer par l'absolue convergence qui nous ramène à tous les critères de comparaison sur les séries à termes positifs. On peut entrevoir que ces fameux critères de comparaison, ils vont probablement être améliorables. On va donc chercher à démontrer par la suite des critères de type domination ou majoration ou négligeabilité sur les séries. On va les améliorer puisqu'on va voir qu'ils fonctionnent même lorsque le terme général AN n'est plus nécessairement de signe constant. On va voir le lien avec l'absolue convergence. Le premier résultat qu'on va démontrer après la définition et la démonstration de ce théorème fondamental, c'est la stabilité de l'absolue convergence par combinaison linéaire. Autrement dit, une combinaison linéaire de séries absolument convergentes sera encore une série absolument convergente. Alors démontrons-le, c'est pas bien compliqué, on va déjà poser ce qu'on doit démontrer. Donc l'objectif, c'est de démontrer l'absolue convergence de cette série, c'est-à-dire l'objectif, c'est de démontrer que la série de termes général valeur absolue ou module de alpha n plus bêta bn est une série convergente. Donc l'objectif est d'établir ceci. Ici, on a affaire à une série à termes positifs. Donc quand on a affaire à une série à termes positifs, on va donc tout naturellement se pencher sur les critères sur les séries à termes positifs. La présence du module d'une somme nous invite plutôt à utiliser un critère type comparaison et à utiliser l'inégalité triangulaire.
Effectivement, cette inégalité triangulaire va nous permettre de dire que le module de la somme est plus petit que la somme des modules. Et comme on sait que le module stabilise le module du produit, c'est le produit des modules. Donc on va récupérer directement cette majoration par propriété du module, inégalité triangulaire et conservation du produit. Or, le terme dont on est parti est un terme qui est positif, et nous savons par hypothèse que la série de termes générales des modules de AN converge, et que la série de termes générales modules de BN converge pour les mêmes raisons, puisque les deux séries, des AN et BN, sont supposées absolument convergentes. Là maintenant, on va utiliser le théorème sur les séries convergentes. Comme ces séries convergent là, on peut dire que la série dont le terme général c'est module de alpha, module de AN, plus module de bêta, module de BN, est encore une série convergente. Donc ça, c'est simplement les opérations sur les séries convergentes. Donc on a vu que lorsque deux séries convergent, toute combinaison linéaire de la série converge. Donc cette série-là est une série convergente. Or, comme la série qui a ce terme général est positif et majorée par une série convergente, par critère de comparaison des séries à terme positif, donc ce fameux théorème de comparaison qu'on utilise tout le temps, le théorème de comparaison sur les séries à terme positif permet d'établir que la série de termes général module de alpha AN plus bêta BN est encore une série convergente. Et donc, par définition, la série de termes général alpha AN plus bêta BN est donc absolument convergente. Donc on voit bien la stabilité par combinaison linéaire de l'ensemble des séries absolument convergentes. Ce théorème sera évidemment très utile dans la pratique, puisqu'il permettra de travailler avec des petits morceaux du terme général, dès lors qu'on a su les écrire comme des sommes de termes qui sont absolument convergentes. Travaillons maintenant avec une version plus élaborée du théorème de comparaison. Alors ce théorème de comparaison, il va avoir cours non plus pour des séries à termes positifs, comme le premier théorème de comparaison qu'on a vu, qui était dévolu à ces séries. On va voir un théorème de comparaison qui va fonctionner pour des séries à terme général, éventuellement complexes ou réels, dont le signe est inconnu. Et ce théorème donne une condition suffisante pour que la série de termes général AN, je vous ai dit, dont le terme général est complexe ou de signe indéterminé, soit absolument convergente et donc convergente. Donc c'est un critère qui va nous permettre de démontrer que des séries sont convergentes, encore une fois, en se ramenant à des séries à terme positif. Et ce critère est diablement simple, puisqu'il s'agit simplement de montrer que AN est dominé par une série convergente, ou que AN est négligeable devant une série convergente. Effectivement, sous ces deux hypothèses-là, et sous l'hypothèse que la série de comparaison soit convergente, type série de Riemann, géométrique, Bertrand, vous voyez à quoi je fais référence, eh bien on aura la convergence de la série de termes général AN, puisqu'on aura l'absolue convergence. Alors, on va démontrer évidemment cette relation-là, on va démontrer ce théorème-là. Je vais déjà démontrer le premier point. Vous notez que la démonstration du premier point va entraîner directement la démonstration du deuxième point, puisqu'on sait que si AN est négligeable devant BN, elle est évidemment dominée par BN. Donc le premier point sera en tout point essentiel. Premier. Donc on va déjà écrire ce que signifie que AN est dominé par BN. Qu'est-ce que signifie cette relation-là pour des suites à termes réels ou complexes? Eh bien, ça signifie qu'il existe, on va dire un rang n0 appartenant à n, et il existe une constante grand K appartenant à R+, telle que si n dépasse n0, alors la suite AN sera majorée en valeur absolue par cette constante grand K fois la suite Bn. Évidemment, les valeurs absolues sur Bn ne sont pas utiles, puisque la suite Bn est une suite à valeur positive. Donc ça résulte simplement de la définition du fait que une suite AN est dominée par une suite Bn si AN s'écrit sous la forme epsilon n fois Bn, où la suite epsilon n est une suite de Kn qui est bornée. Donc on note que ce qu'on a écrit, c'est simplement le fait que la suite AN est bornée, donc elle est majorée par une constante grand K, donc le produit ensuite de la valeur absolue de AN
eh bien c'est simplement la majoration par grand K multiplié par Bn. Donc on obtient cette domination-là. En fait, on peut l'avoir pour tout rang, mais nous, ce qui nous intéressera, encore une fois, c'est de l'avoir juste à partir d'un certain rang. Alors pourquoi le théorème est maintenant acté? Puisque ce terme-là est positif et ceci est le terme général d'une série convergente, donc on peut utiliser le critère de comparaison sur les séries à terme positif. Donc je détaille le mouvement. Comme la série de termes général Bn est supposée convergente, alors en multipliant ce terme général par K, j'obtiens une série convergente. Ça, ce sont juste les opérations sur les séries convergentes. Et si j'applique le critère de comparaison pour les séries à terme positif, puisque tous les membres ici sont positifs, donc attention, ce n'est pas le même critère de comparaison que j'utilise, hein, c'est le théorème de comparaison qu'on a déjà démontré lorsqu'on travaille avec des séries à terme positif. Donc théorème de comparaison avec terme positif, ce qui est bien le cas ici, puisque tous ces nombres-là sont positifs. Donc on obtient que la série de termes général module de AN est donc une série convergente. Donc on récupère que par définition, la série de termes général AN est absolument convergente. Donc par théorème fondamental, que la série de termes général AN est donc une série convergente. On vient donc bien de démontrer que si AN est dominée par une série convergente, alors cette série est elle-même convergente. Moralité, on a démontré le premier point du théorème. Le deuxième point, vous connaissez la chanson. AN est négligeable devant Bn signifie que AN s'écrit sous la forme epsilon n fois Bn, ou cette fois-ci, la suite epsilon n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, en tant que suite convergente vers 0, la suite epsilon n est donc une suite bornée. Donc, on se ramène dans le giron du premier résultat, puisqu'on vient de démontrer qu'une suite qui est négligeable devant Bn sera évidemment dominée par Bn, et donc c'est réglé. On s'est ramené au premier point, et dans le premier point, on avait déjà démontré que la convergence était absolue. Donc on a démontré ce théorème de comparaison qui va nous permettre d'être encore un petit peu plus efficace dans le traitement de la convergence. Passons à l'exercice numéro 4, terminer la nature qui possède ce terme général. Exercice qui était difficile à résoudre sans absolue convergence, voire impossible avec les théorèmes qu'on avait simplement sur les séries à terme positif. Donc ici, le terme général de ma suite AN, c'est moins 1 puissance n sinus n sur n racine de n. Terme général qui est bien défini si n est un entier naturel non nul. Donc il est clair que le terme général n'est probablement pas de signe constant, y compris à partir d'un certain rang. Donc la première chose à faire, c'est d'étudier la série des modules, en d'autres termes, étudier l'absolue convergence. Or, le module de AN est majoré, on va passer directement à la majoration, par 1 sur n racine de n. En d'autres termes, ce qu'on vient de dire ici, c'est que AN est dominé par 1 sur n racine de n. Voilà ce qu'on vient d'écrire. Écrit légèrement autrement, notre terme général est dominé par 1 sur n à la puissance 3,5. Or, ici, on sait bien que la série de termes général 1 sur n à la puissance 3,5 est une série convergente. C'est une série de Riemann avec un exposant ici 3,5 qui est strictement plus grand que 1. Moralité, on peut directement employer le théorème de comparaison, car toute série dont le terme général est dominé par une série convergente est une série qui est absolument convergente. Donc par théorème de comparaison, ou théorème de domination, hein, on peut l'appeler évidemment comme ça aussi, par théorème de comparaison, et par comparaison à une série de Riemann, la série de termes général AN est donc absolument convergente. Et donc, la série de termes général AN est convergente par théorème fondamental qui atteste que toute série absolument convergente est convergente. Donc on voit réellement la portée de ce résultat, l'efficacité de ce résultat, de se ramener à des séries à terme positif avec des outils qu'on a déjà surdéveloppés dans le courant de l'année, la domination, la négligeabilité. On voit d'ailleurs à ce titre-là que le critère du n-alpha finalement va pouvoir être étendu à des séries absolument convergentes, puisque on peut dire que si une suite à coefficient réel est dominée ou négligeable devant 1 sur n à la puissance alpha avec alpha plus grand que 1,
bah, vous êtes directement absolument convergent par comparaison à une série de Riemann convergente. Donc ces résultats-là viennent en quelque sorte ringardiser certains critères, puisqu'ils les transforment en des critères d'emploi plus simples et plus efficaces. Hier, je vous avais fait la promesse de revenir sur l'exercice numéro 39, où il était question d'étudier la nature de la suite de termes généraux donnés ici. Alors, terme général qui est défini pour n supérieur ou égal à 1, pour que le logarithme soit bien défini et pour que la somme ait un sens. Alors, rappelez-vous, pour déterminer la nature de cette suite, on avait immédiatement convenu qu'étant donné qu'on avait la suite des sommes partielles d'une série divergente et ce qui allait probablement être son équivalent, le mieux était d'étudier cette suite à travers une série télescopique de son terme général, afin d'éliminer la somme. On avait vu qu'il s'était suivi un développement asymptotique qui posait deux difficultés. La première, c'était jusqu'où on allait pour faire ce développement asymptotique. On avait été un peu en aveugle à ce niveau-là. Donc c'était déjà la première des choses. Et le développement asymptotique était assez pénible. Il avait fallu développer jusqu'à un petit taux de 1 sur n à la puissance, enfin de 1 sur n à la puissance 3 pour espérer récupérer d'une part un équivalent, pour trouver le signe et pour trouver la nature. Donc tout ça, c'était très compliqué. On va voir que les nouveaux théorèmes sur les séries absolument convergentes vont nous permettre, d'une part, d'envisager directement l'ordre du développement limité qu'on va devoir prendre. C'est-à-dire qu'on ne sera plus du tout en aveugle. D'autre part, on va faire l'économie de deux termes qu'on avait calculés la dernière fois. Que des progrès. Alors, je reprends l'exercice. On avait dit que l'on allait étudier Vn plus 1 moins Vn afin d'étudier la série télescopique, puisque la nature de la série télescopique nous amenait à la nature de la suite. Pour ça, on avait déjà regardé, calculé le terme général de la série télescopique pour voir si effectivement notre principal ennemi, qui était cette somme ici, disparaissait. Donc là, on va refaire rapidement le calcul. Vous le faites en même temps que moi. En quelque sorte, on fait la course. En général, vous calculez plus vite que moi, donc c'est gagné d'avance pour vous. Donc là, j'ai réécrit le terme pour n plus 1 et je retire le terme pour n. Alors je vais déjà observer ce qui se passe pour la somme. Quand j'additionne ce terme-là et ce terme-là, il ne va rester que le terme d'indice n plus 1, attention au signe moins. Donc on va récupérer moins exponentielle de 1 sur n plus 1. Voilà le premier terme. Ici, le terme n plus 1 moins n nous donnait juste plus 1. Et on avait un plus ln de n plus 1 moins ln de n. Alors, on pouvait constater a posteriori qu'effectivement, ça a l'air d'être pas trop compliqué à étudier, puisque ici, on a fait disparaître la suite des sommes partielles de cette série. Donc, a priori, tout est positif. Alors, s'en suivait, rappelez-vous, un calcul compliqué, puisque pour étudier cette série-là, il s'agissait de déterminer son signe, et pour déterminer son signe, il fallait en chercher un équivalent. Pour en chercher un équivalent, il fallait proposer un développement limité de cette expression, ou un développement asymptotique, jusqu'à un terme explicite. Et malheureusement, on avait pu constater que ce terme explicite, il fallait le calculer à l'ordre 3, ce qui nous avait, en tout cas, contraint à faire des calculs délicats. Mais c'est fini. C'est fini, puisque maintenant, on a des critères qui nous permettent de déterminer la nature de cette série sans même connaître son signe. Je vous rappelle que ces critères, c'est des critères d'absolue convergence. Donc ces critères-là, associés à l'immense stabilité de la convergence par combinaison linéaire, eh bien ça va nous permettre de voir quelque part des calculs sous un autre angle. Je vous explique. Le fait que dans l'exponentielle, il y ait le facteur 1 sur n plus 1 nous invite à exprimer ce terme-là plutôt avec des dénominateurs n plus 1 pour éviter des calculs supplémentaires. Donc ça, cette astuce-là, je vous l'avais déjà donnée. Donc il suffisait plutôt de factoriser, évidemment je me trompe, vous avez déjà pris de l'avance, vous avez déjà probablement fini le calcul. Bon, moi je prends mon temps. Hop. Donc effectivement, nous inviter plutôt à travailler avec un dénominateur que l'on exprime avec un quotient avec n plus 1. S'ensuivait l'application du désormais classique théorème belge pour faire apparaître au numérateur le dénominateur et éclater ma fraction en faisant apparaître le dit développement 1 sur n plus 1.
Et là, on avait calculé le développement limité de ce terme-là et de ce terme-là. Et devant l'immense proximité des coefficients, on était allé jusqu'à l'ordre 3. Eh bien, moi, j'annonce maintenant que le développement asymptotique, je vais le faire simplement jusqu'à un terme qui est convergent. Absolument convergent pour être précis. Effectivement, quand vous allez développer ces termes-là, ces développements limités pour l'exponentielle de 1 sur n plus 1 et du log de moins 1 sur, enfin, de moins ln de 1 moins 1 sur n plus 1. Il avait fallu aller à l'ordre 3, là j'annonce qu'il va falloir aller à l'ordre 2, et qu'on va même se contenter, non pas d'écrire le terme d'ordre 2, mais de le voir comme un terme dominé. Effectivement, je m'explique. Quand vous développez l'exponentielle de ce terme-là, on a utilisé le développement de l'exponentielle u qui va être égal à 1 plus u carré sur 2 plus un terme négligeable devant u carré. Quand vous remplacez ici le u par 1 sur n plus 1, donc vous allez récupérer 1 plus 1 sur n plus 1, plus un terme qui va être celui d'une série de Riemann convergente, puisqu'on va récupérer 1 sur n plus 1 au carré, plus un terme qui est négligeable devant une série de Riemann convergente. Mais ce n'est pas la peine d'écrire un terme convergent et un terme dominé par une série convergente. Pourquoi ne pas écrire directement un grand O de u carré? Là, votre développement, quand vous allez remplacer u par ce terme qui tend vers 0, vous allez donc récupérer que 1 moins exponentielle de 1 sur n plus 1 va donc être égal à 1 sur n plus 1, terme dont on connaît la nature, plus une suite dominée par 1 sur n plus 1 au carré. Je sais que le terme général d'une suite qui est dominée par 1 sur n plus 1 au carré est clairement absolument convergent. Ça, c'est en vertu du théorème qu'on a démontré, théorème de comparaison qu'on a démontré. Si j'arrive à le retrouver, le voici. On a dit que si le terme général était dominé par une série convergente, alors la série de termes général associés était absolument convergente. Or là, quand on écrit ce terme-là, le terme général que j'obtiens, il est bien dominé par une série qui est convergente. C'est une série de Riemann. Donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans le développement, on le verra. De la même façon, votre moins ln de 1 moins 1 sur n plus 1. On va encore une fois le développer jusqu'à une série convergente. Donc on récupère 1 sur n plus 1, ici, plus, comme tout à l'heure, un grand O de 1 sur n plus 1 au carré. Voilà les termes qu'on récupère ici. On n'a plus maintenant qu'à ajouter ces termes-là pour voir à qui on a affaire. En additionnant ces termes, on récupère la somme de ces deux termes-là qui va nous fournir 0, et la somme de deux grands O de 1 sur n plus 1. On récupère donc un grand O de 1 sur n plus 1 au carré. Déjà, première chose qu'on peut remarquer, les calculs sont beaucoup plus simples que ceux qu'on a fait la dernière fois en TD. Et on obtient directement le résultat sans connaître le signe de ce terme-là. Puisqu'à partir du moment où cette suite-là est dominée par le terme général d'une série convergente, cette série-là sera donc absolument convergente. Donc là, on peut directement affirmer que comme la série de termes 1 sur n plus 1 au carré est une série convergente, c'est une série de Riemann avec un exposant qui est strictement plus grand que 1. Donc, on récupère que la série de termes général Vn plus 1 moins Vn est une série qui est absolument convergente. Donc, que la série de termes général Vn plus 1 moins Vn est donc une série convergente. Donc, par théorème qui fait le lien entre suite et série, la suite de termes général Vn est convergente. Donc on voit, faites la comparaison avec ce qu'on a fait hier, on voit que la présence ici d'un terme dominé par le terme général d'une série convergente est suffisant pour pouvoir mener le résultat. Et vous allez me dire, mais si ces termes-là, n'étaient pas simplifiés, dans ce cas-là, on obtenait le terme général d'une série divergente plus le terme général d'une série absolument convergente. On pouvait toujours utiliser les théorèmes sur les sommes en disant que la série de termes généraux obtenus était nécessairement divergente. Ça, c'est les théorèmes qu'on a vus sur les opérations, sur les séries convergentes et divergentes. Donc on pouvait bien conclure dans tous les cas. Donc la nouvelle idée qu'on va avoir finalement pour traiter les séries de termes généraux de signes non constants, c'est de les développer jusqu'à un terme qui est absolument convergent.
afin de faire un exercice de synthèse sur ce sujet, on va traiter l'exercice numéro 52 de votre feuille de TD, qui est un grand classique des mines, hein. J'ai mis mine PC 2009, mais ça fait juste depuis 20 ans que cet exercice est donné aux mines, il est donné tous les ans. Donc si je devais actualiser ma fiche de TD, il faudrait au moins 2 lignes pour indiquer le nombre de fois où cet exercice a été donné. Bref, un exercice qui va être un exercice très intéressant pour voir comment se met en œuvre tous les théorèmes qu'on a vus depuis le début du cours, et notamment l'intervention maintenant de l'absolue convergente. Donc l'objectif de l'exercice est, étant donné une suite UN dont le terme général est donné par une combinaison linéaire de log n, n plus 1, n plus 2, on cherche une condition nécessaire et suffisante pour que la série de termes général UN converge. Alors évidemment, cette condition nécessaire et suffisante de convergence, elle va porter sur les poids A, B et C attribués aux différents logarithmes. Donc cette condition nécessaire et suffisante va effectivement porter sur A, B et C. Une fois qu'on aura trouvé cette fameuse condition nécessaire et suffisante, eh bien on sera a priori en mesure de calculer la somme de la série. On peut déjà un peu anticiper ce qui va se passer. Quand on a une somme de 3 termes avec des indices qui sont décalés, on entend tout de suite le petit son caractéristique, hein, bip, 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 bip de la série télescopique. Hein. Donc là, on voit déjà comment va se construire l'exercice, en tout cas sur le passage de la première à la deuxième question. Alors maintenant, il s'agit de traiter la première question, et pour ça, on va appliquer une stratégie qui va marcher quasiment tout le temps, c'est faire un développement asymptotique de UN jusqu'à un terme absolument convergent. Voilà, ça c'est ce que je me propose de faire. Enfin, pardon, excusez-moi. C'est ce que vous allez faire. Faites-moi un développement asymptotique de ln de un jusqu'à un terme qui sera absolument convergent. Je vous laisse démarrer l'exercice. Moi, je vais prendre un peu d'avance. La première partie du calcul est un immense classique. Hein. Il s'agit encore une fois d'exploiter le logarithme, les propriétés du logarithme. En l'occurrence, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète, quand on a un logarithme, la clé c'est de factoriser le terme dominant sous le logarithme. Ici, ça sera n pour le premier, n pour le deuxième, ce qu'on s'est empressé de faire. Dès lors, vous allez pouvoir justement éclater votre logarithme avec la partie principale qui va être en ln de n et un terme qui tend vers 0, et c'est justement ce terme-là qu'on va choisir de développer jusqu'à un terme qui est absolument convergent. Développer les termes en ln de n qu'on a récupérés, on récupère a plus b plus c ln de n, plus les termes qui nous restent, eh bien, le terme en b ln de 1 plus 1 sur n et le terme en c ln de 1 plus 2 sur n. C'est donc ces termes-là qu'il va falloir développer, ces deux termes-là, puisque ce terme-là, on ne peut pas le simplifier plus, il est écrit avec un terme qui n'est plus simplifiable du point de vue des équivalents. Donc on va maintenant s'attaquer à ces deux termes-là. Et c'est ce fameux terme qu'on va probablement développer jusqu'à un terme qui est absolument convergent. Pour ça, on voit que le développement limité qu'on va utiliser, c'est le développement limité de log de 1 plus u, lorsque u tend évidemment vers 0, puisque 1 sur n et 2 sur n sont des termes qui tendent vers 0. Donc si on écrit les premiers termes de ce développement limité, on va avoir u, qui va être remplacé soit par 1 sur n, soit par 2 sur n, qui, vous l'avez noté, est le terme général d'une série divergente, plus le terme d'après. Le terme d'après, alors c'est moins u au carré sur 2. Alors, évidemment, j'avais mis un plus en anticipant bien malheureusement. Donc moins u carré sur 2. Ah non, en fait plus. J'avais raison. Puisque u carré sur 2, une fois que vous l'avez remplacé par 1 sur n et 2 sur n, vous allez récupérer une constante sur n carré. Ça, c'est le terme général d'une série absolument convergente. Donc on n'a pas besoin d'avoir l'écriture de ce terme-là. On a simplement besoin de savoir que le terme d'après est dominé par u au carré. Effectivement, en remplaçant u par 1 sur n et par 2 sur n, on va récupérer systématiquement un grand taux de 1 sur n carré qui est le terme général d'une série absolument convergente. Donc moralité, quand on va développer ce terme-là, on va récupérer en remplaçant ln de 1 plus 1 sur n ici, ln de 1 plus 1 sur n sera donc égal à, donc b, alors ici ça va juste être 1 sur n plus un terme dominé par 1 sur n carré, je dis bien un grand taux, un terme dominé, et ln de 2 sur n,
on va juste l'écrire 2 sur n, plus un terme dominé par 1 sur n carré. Puisque le 2 ici, dans la domination, n'a pas d'effet, puisque dans le grand O, vous pouvez éliminer les suites bornées, bien sûr, hein, puisque la définition est claire. Donc quand on va multiplier ça par b, on va récupérer des termes en 1 sur n, on va en récupérer b ici et 2c ici. Donc on va avoir du b plus 2c sur n, plus b fois un terme dominé par 1 sur n carré et c fois un terme dominé par 1 sur n carré. On va récupérer une suite que je vais appeler alpha n, où la suite alpha n qu'on récupère est dominée par 1 sur n carré. Donc quand je vous demandais de développer ça jusqu'à un terme absolument convergent, eh bien notre terme absolument convergent, on l'a. Notre terme absolument convergent, le voilà. Et on voit qu'il est plutôt dicté par une écriture avec un grand O qu'avec un petit o. Ça nous permet de faire l'économie d'un calcul. Eh bien je crois qu'à partir de là, on va pouvoir conditions nécessaires et suffisantes. Alors évidemment, quand vous entendez conditions nécessaires et suffisantes, hein, vous pensez tout de suite raisonnement par analyse synthèse. Hein, vous avez bien raison. On va donc supposer que la série est absolument convergente, enfin là pardon, que la série de termes généraux UN converge, et d'essayer déjà d'établir des conditions nécessaires sur A, B et C. Alors déjà, la première des conditions, c'est que ce terme-là soit nul. En effet, si vous supposez que A plus B plus C est différent de 0, si vous supposez cela, alors dans ce cas-là, l'équivalent de UN, c'est le terme qui est ici, puisque ce terme n'est pas nul. Donc on obtient que dans ce cas-là, UN est équivalent à A plus B plus C, ln de UN. Or on sait que lorsque deux suites sont équivalentes, elles possèdent la même limite. Ce terme-là va donc tendre vers l'infini. Alors je dis l'infini pour éviter plus ou moins l'infini, en disant que ça sera plus l'infini si ce nombre est strictement positif, et moins l'infini si ce nombre est strictement négatif. En tout état de cause, il tend vers l'infini, plus ou moins. Et donc il ne tend pas vers 0. Donc la série de termes généraux UN ne peut pas converger dans ce cas de figure. Donc pour que la série de termes généraux UN converge, il est donc nécessaire qu'on ne soit pas dans cette situation. Donc on va dire dans ce cas, la série de termes généraux UN, elle diverge grossièrement, puisque son terme général ne tend pas vers 0. Donc il est absolument nécessaire, voilà la première condition nécessaire qu'on va récupérer, donc nécessairement, pour que la série de termes généraux UN converge, eh bien on va donc récupérer notre première condition, c'est que A plus B plus C soit égal à 0. Voilà la première condition qu'on récupère, puisque si cette condition n'est pas réalisée, la divergence de la série sera grossière. Donc dans la suite, je vais supposer que cette condition est réalisée, je vais voir si je peux en récupérer d'autres. Donc je reprends le calcul que j'avais fait ici, en prenant en compte maintenant que A plus B plus C est égal à 0. Dans ce cas-là, UN s'écrit B plus C sur N plus alpha N, où alpha N est une suite qui est dominée par 1 sur N carré. Alors, on va faire de même. Moi, maintenant, je vais supposer que B plus 2C est différent de 0. Donc, je vais dire que si B plus 2C est différent de 0, que se passe-t-il? Dans ce cas-là, on obtient aussi une série qui va être divergente. Puisque, pour les mêmes raisons, le terme général UN, il va donc être équivalent, puisque ce terme n'est pas nul, à B plus 2C sur N. De deux choses l'une, si B plus 2C est positif, on peut directement appliquer le critère d'équivalence sur les séries à termes positifs et établir que sigma DUN converge par comparaison à la somme harmonique. Et si B plus 2C est négatif, dans ce cas-là, son opposé va être sous le régime du même théorème, donc la série de termes générales moins UN sera divergente, donc la série de termes générales UN sera divergente. Donc vous obtenez que dans tous les cas, la série de termes générales UN, c'est simplement un résultat de comparaison à une série de Riemann divergente, la série harmonique. Moralité, pour que la série de termes générales UN converge, on a donc une deuxième condition nécessaire qui arrive, c'est que B plus 2C soit nul, puisqu'on vient d'établir que si B plus 2C est différent de 0, la série diverge. Moralité, pour que la série ait une chance de converger, on a donc nécessairement cette égalité-là et cette égalité-là. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant si on est dans la condition où ces deux termes-là sont nuls?
bien là, c'est le moment où le terme absolument convergent va tenir son rôle. Effectivement, dans ce cas-là, la suite UN elle est équivalente à alpha n où alpha n est dominée par 1 sur n carré. Or, je sais que la série des 1 sur n carré est une série de Riemann convergente, puisque 2 est strictement plus grand que 1. Je peux donc appliquer notre critère de domination. Si UN est dominé par le terme général d'une série absolument convergente, une série à terme positif convergente, on récupère donc que la série de termes général UN est donc absolument convergente. Donc, on récupère que la série de termes général UN est convergente. Bilan. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que pour que la série converge, il est absolument nécessaire, condition nécessaire 1, condition nécessaire 2, que ces deux sommes soient nulles. Mais là, on vient de démontrer que si ces deux sommes sont nulles, la série est bel et bien convergente. Moralité, la condition nécessaire est maintenant suffisante que l'on a trouvée. La condition nécessaire et suffisante de convergence, c'est que A plus B plus C soit égal à 0 et que B plus 2C soit égal à 0. Donc on vient de démontrer que la série de termes général UN est absolument convergente si et seulement si A, B et C sont solutions d'un système linéaire de 2 équations à 3 inconnus. Bon, ce système-là va être assez facile à résoudre puisque le système est déjà échelonné. Il ne nous reste plus qu'à remplacer la première équation par la première équation moins la deuxième pour obtenir ce qu'on appelle un système échelonné réduit. Donc on va récupérer A moins C est égal à 0 et B plus 2C est égal à 0, en nettoyant le terme qui est ici. Là, on obtient donc que A et B sont deux inconnues principales et que C devient un paramètre. Donc on vient de démontrer donc que A va être égal à C et que B va être égal à moins 2C. Donc voilà la condition nécessaire et suffisante que l'on cherche maintenant complètement épurée. La série de termes général UN converge si et seulement si il existe un nombre C appartenant à R tel que A soit égal à C et B soit égal à moins 2C. Voilà la condition nécessaire et suffisante que l'on cherche. Restera maintenant à calculer la somme lorsque cette condition est remplie. Passons au calcul de la somme, donc cadre de la condition nécessaire et suffisante de convergence, c'est-à-dire on se place dans le cadre où A est égal à C et B va être égal à moins 2C. Donc regardons ce qu'il se passe dans ce cas-là. Dans ce cas-là, le terme général est égal à ceci, et on voit évidemment que le facteur 2 qui apparaît là va être propice à un découpage en deux morceaux, un morceau qu'on va associer à ln de n, et un morceau qu'on va associer à ln de n plus 2. Donc je vais réécrire le terme général en mettant C en facteur, d'une part, et en associant, d'autre part, la moitié de ce terme-là à ln de n, et l'autre moitié à ln de n plus 2. Donc on récupère bien, évidemment, exactement le même terme général. Sauf qu'ici, on fait apparaître deux termes de nature télescopique, ce qui va rendre possible le calcul effectif, concret, clos, de la suite des sommes partielles. Effectivement, si j'ajoute les termes UK ici, je vais pouvoir les ajouter sous la forme suivante. Donc après factorisation de C qui ne dépend pas de K, je vais récupérer la somme pour K variant entre 1 et N de ln de K moins ln de K plus 1. Donc, premier morceau de la somme, plus C, multiplié par le deuxième morceau de la somme télescopique, ln de K plus 2 moins ln de K plus 1. Voilà ce qu'on récupère ici. Donc on récupère finalement que le calcul de cette somme partielle se divise dans le calcul de deux sommes télescopiques. Donc on garde évidemment notre C en facteur, mais on peut clore la somme qui est ici. On repère le plus petit des deux indices qui est K qui va avec le plus petit indice. Donc on va récupérer ln de 1 ici, qui vaut 0, moins le plus grand indice avec le plus grand indice, ln de n plus 1. Voilà. On va clore la deuxième somme. Alors attention, là le plus grand indice ici c'est K plus 2 qui va avec le plus grand indice. Donc il va nous rester ln de n plus 2, moins le plus petit avec le plus petit. Donc moins ln de 2.
Donc on n'a plus qu'à regrouper ensemble les termes qui dépendent de n et les termes qui ne dépendent pas de n. Alors ici, ce qui ne dépend pas de n, il n'y a plus que moins c ln de 2, puisqu'on a déjà vu que ln de 1 était nul, plus c facteur de ln de n plus 2 moins c ln de n plus 1. On va évidemment tout grouper sous le même log pour récupérer cette expression. Or, la limite de la suite des sommes partielles est maintenant parfaitement atteignable, puisqu'on va pouvoir utiliser les opérations convergentes. Je m'explique. Ici, on a une forme indéterminée qui est facile à lever, puisque n plus 2 est équivalent à n et n plus 1 est équivalent à n, donc ce terme-là tend vers 1. Donc là, on peut utiliser les équivalents classiques, pas la peine de sortir l'artillerie lourde. Donc ce terme-là est équivalent à 1. Le terme qui est donc dans le log converge vers 1. On peut donc employer la continuité de la fonction logarithme. Comme la suite qui est ici tend vers 1 et que la fonction ln est continue en 1, ce terme-là va tendre vers c ln de 1, c'est-à-dire va tendre vers 0. Ainsi, on obtient ici une somme de suites convergentes. Comme celle-ci converge vers 0, la limite va nous donner c ln de 2. Moralité, on vient de déterminer que si la série est convergente, alors la somme de la série, donc la somme pour n variant de 1 à plus l'infini dun, va être égale à moins c ln de 2. Donc on vient bien de déterminer la somme de la série dans le cas où cette série est convergente. Donc on a vu que la juxtaposition de nécessaire est suffisante en développant le terme, en développant sous forme asymptotique jusqu'à un terme absolument convergent, permet d'obtenir les contraintes sur ABC, qui nous ramène directement à des calculs de somme télescopique, et ce qui nous permet de calculer la somme dans le cadre de la convergence. Donc on voit que là, on a passé en revue quasiment tous les résultats de notre cours dans ce raisonnement par analyse synthèse. Le dernier chapitre, qu'on va dire sur les grands théorèmes sur les séries numériques, va porter sur le critère spécial sur les séries alternées. Alors je vais faire encore une fois un bilan avant de commencer ce chapitre sur les résultats qu'on a obtenus et sur l'avancée de nos travaux. Alors je rappelle que pour les séries à terme positif, on a tout un tas de critères qui nous permettent de les étudier relativement efficacement, critères de comparaison, d'équivalence, ça on sait bien faire maintenant, on a vu beaucoup d'exercices. Pour les autres séries, c'est-à-dire celles dont le signe n'est pas constant à partir d'un certain rang, on a vu un outil prodigieux qui est l'absolue convergence, puisqu'on a vu qu'une série absolument convergente était nécessairement convergente. Néanmoins, je vous avais signalé dans le théorème que la réciproque était fausse, c'est-à-dire que malheureusement, si des séries absolument convergentes sont convergentes, la réciproque est fausse dans le sens où il existe des séries qui sont a priori convergentes, mais qui ne sont pas absolument convergentes. Des séries à terme de signes a priori non constants à partir d'un certain rang. Donc le fait que cette réciproque soit fausse laisse la place à l'existence de séries d'un type particulier, c'est-à-dire des séries qui sont convergentes, non absolument convergentes. Si de telles séries existent, c'est un trou dans la raquette. Il va falloir manifestement récupérer d'autres informations pour pouvoir mener d'autres études. Alors, le théorème qu'on va travailler est justement dans le cadre de ce chapitre et va nous permettre de traiter justement le cas de ces fameuses séries. Alors vous vous rappelez, on avait posé dans le chapitre précédent un certain nombre de questions. Comment étudier ces séries qui n'étaient pas de signe constant? Pour les deux premières, c'est assez facile parce que celle-là est directement en valeur absolue égale à une série de Riemann. Donc la série des valeurs absolues est convergente, donc la série est absolument convergente, donc convergente. Celle-ci, c'est à peine plus compliqué. Le terme général est dominé par 1 sur n carré. Donc en appliquant le critère de domination, on obtient que cette série-là est absolument convergente, donc convergente. Par contre, si je prends cette série-là, elle n'est pas du ressort de l'absolue convergence, puisque, a priori, la valeur absolue du terme général est égale à 1 sur n. Or, la série des 1 sur n, c'est la série harmonique, et on sait que cette série est divergente. Donc cette série-là, elle échappe aux critères sur les séries à terme positif, et elle échappe aux critères sur l'absolue convergente. Et pourtant, on a déjà vu dans le courant de l'année, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais que cette série-là, elle était convergente en fait, et qu'elle convergeait vers moins ln de 2. On avait montré ça, c'était au moment où on avait travaillé avec les intégrales, je pense que vous vous en souvenez plus, mais cette série, elle est bel et bien convergente. Donc ça veut donc dire qu'il existe malheureusement des séries qui sont convergentes, mais qui ne sont pas absolument convergentes. Donc cette série-là en fait partie. Pour ça,
on va voir un théorème qui s'appelle le critère spécial sur les séries alternées, qui permet pour certaines séries particulières qui ne sont pas absolument convergentes mais convergentes, d'obtenir un résultat efficace. Donc c'est l'objectif de ce chapitre-là, c'est d'établir un critère particulier sur les séries qui vont être de signes alternés. Donc, le critère spécial sur les séries que si a n est une suite décroissante convergente vers 0, donc décroissante donc réelle, puisqu'on ne peut pas parler de décroissance pour des séries complexes, convergente vers 0, donc positive, puisqu'on sait qu'une suite qui est décroissante, sa limite, elle minore tous les termes de la suite, donc cette suite sera bien positive ou nulle. Donc si je prends, résumons, une suite réelle décroissante qui converge vers 0, alors la série de termes général moins 1 puissance n à n sera convergente. Donc là, on a un critère efficace pour des séries vraiment à signes alternés. Vous pouvez noter d'ailleurs que la série de termes général moins 1 puissance n à n, sur n, fait partie des séries qui vont être directement dans le cadre d'application de ce critère, puisque 1 sur n est une suite positive, décroissante et convergente vers 0, et par conséquent, par critère spécial sur les séries alternées, la série de termes général moins 1 puissance n sur n est une série qui est convergente. Donc on voit ici que la réciproque est effectivement fausse. On peut maintenant attester qu'une fois que ce théorème sera démontré, on obtient que la série de termes général moins 1 puissance n sur n est une série qui est convergente en vertu du critère spécial des séries alternées, le critère spécial sur les séries alternées, et par contre, la série n'est pas absolument convergente, si vous préférez, elle est absolument divergente, puisque la valeur absolue étant égale à 1 sur n, on obtient la série harmonique qui est une série divergente. Donc on voit bien qu'on avait effectivement des trous dans la raquette, qu'il existe des séries convergentes qui ne sont pas absolument convergentes, et que certaines d'entre elles vont être justement du ressort du théorème spécial sur les sommes de Riemann. Alors maintenant, il s'agit de démontrer ce théorème. La démonstration est d'ailleurs très intéressante. Et on a déjà vu cette démonstration. Alors évidemment, elle n'était pas vendue comme ça, mais on a déjà vu cette démonstration qui avait été la source de nombreuses erreurs sur les calculs sur les sommes. Alors ici, l'objectif, ça va être de revenir à la suite des sommes partielles. Je vous rappelle qu'une série est convergente si et seulement si la suite de ces sommes partielles converge. Je vais donc appeler classiquement AN la suite des sommes partielles de cette série. Donc AN étant par définition la somme pour k variant entre 0 et n de moins 1 puissance k fois ak. L'objectif est de démontrer que cette suite est convergente. Alors on avait vu que la présence de moins 1 puissance k permettait peut-être l'étude plus facile de A2n et de A2n plus 1, puisque savoir si on termine par un terme de rang pair ou un terme de rang impair nous donne des certitudes sur le signe du dernier terme de la somme. Donc là, on va faire une étude, comme on l'a fait dans l'étude des suites. On va faire l'étude de A2n et de A2n plus 1. Alors vous avez vu que cette étude, elle n'est pas faite au hasard, puisqu'on sait que la nature de ces deux suites nous permet de conclure à coup sûr sur la nature de la suite AN. Je m'explique. Si l'une de ces suites diverge, la suite AN sera divergente. Si ces deux suites convergent, mais convergent vers des limites différentes, la suite AN sera divergente. Par contre, on a démontré que si ces deux sous-suites convergent vers la même limite, alors la suite AN sera convergente. Donc, tout est centré finalement sur l'étude de ces deux suites-là, et on sait que si on maîtrise ces deux sous-suites, eh bien dans ce cas-là, on aura une maîtrise de la suite AN. On va commencer par une étude des variations. On va étudier les variations de la suite A2n. Alors pour l'étude des variations de A2n, on va étudier le signe de deux termes, de la différence de deux termes consécutifs. Alors c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Cette suite-là, si vous l'appelez UN, ce qu'on doit calculer, c'est UN plus 1 moins UN. Or UN plus 1, c'est 2 facteurs de n plus 1, c'est-à-dire c'est A2n plus 2 moins A2n. Donc la différence de deux termes consécutifs, c'est évidemment la différence de deux termes consécutifs d'indice pair. Alors quand on écrit cette expression-là, là on avait une deuxième source d'erreur, c'était pour une raison que j'ignore, modifier les valeurs de k. Ici dans AN, k prend toutes les valeurs entre 0 et n. Pour A2n et A2n plus 1, k va prendre toutes les valeurs entre 0 et 2n plus 1, et 0 et 2n, ni plus ni moins. C'est-à-dire que là, quand on va calculer A2n plus 1,
on va remplacer le paramètre n par 2n plus 2 ou par 2n. Donc on va récupérer la somme pour k variant entre 0 et 2n plus 2 de moins 1 puissance k à k, les définitions, rien que les définitions, somme pour k variant entre 0 et 2n, des moins 1 puissance k à k. Donc là, attention, vous vous rappelez de l'exercice qu'on avait produit sur les suites, où vous aviez compris, enfin en tout cas fait de nombreuses erreurs sur les indices, les sommes, soyez vigilants. Donc là, il va nous rester quoi quand on retire ces deux sommes? Il va nous rester le terme pour k égale 2n plus 1 et 2n plus 2. Le terme pour k égale 2n plus 2, eh bien ça va nous faire a 2n plus 2, puisque moins 1 puissance 2n plus 2 vaut 1, moins a 2n plus 1, puisque moins 1 puissance 2n plus 1 vaut moins 1. Or, par hypothèse, la suite à n est décroissante, donc le plus grand des deux, c'est lui, donc ce terme-là sera négatif ou nul. Ce qui permet déjà de dire que la suite A2n des termes de rang pair est une suite qui décroît. On va faire la même chose avec l'étude de la sous-suite des termes de rang impair. Donc là, encore une fois, dans le moindre doute, vous notez cette suite Vn. Vous écrivez ce que c'est Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, c'est A2 facteur de n plus 1 plus 1. Donc c'est bien A2n plus 3, moins A2n plus 1. Il va nous rester, comme prévu, la différence entre moins 1 puissance 2n plus 1 A2n plus 3, pardon, c'est pas plus 1, c'est plus 3. Donc moins A2n plus 3 plus A2n plus 2. Je vous laisse récupérer cette expression-là, cette formule-là, en passant par l'étude des sommes. Le plus grand, c'est ce terme-là, puisque la suite est décroissante, donc cette différence est positive, ce qui permet d'établir que la suite A2n croît. Donc la sous-suite des termes de rang pair décroît, la sous-suite des termes de rang impair croît. Mais comme la suite à n tend vers 0, si vous effectuez la différence entre la sous-suite des termes de rang pair et la sous-suite des termes de rang impair, vous récupérez que cette différence vaut moins A2n plus 1. Or, la suite AN converge vers 0, donc toutes ces sous-suites convergent vers 0. Comme A2n sous-suite de AN, cette suite converge vers 0, donc son opposé va tendre vers 0 également. On obtient donc que la suite AN décroît, la suite A2n plus 1 croît, et on obtient que la différence de ces deux suites-là tend vers 0. Moralité, on est dans la définition de suite adjacente. On va donc pouvoir utiliser le théorème des suites adjacentes. Je vous rappelle que ce théorème atteste que si l'une des suites est croissante, l'autre suite est décroissante et que la différence tend vers 0, on obtient donc que les sous-suites A2n et A2n plus 1 sont adjacentes. Ça, c'est ce que je viens de dire. Et par théorème sur les suites adjacentes, sont adjacentes et, par théorème, elles convergent vers la même limite. Elles convergent vers la même limite. Pour l'instant, je vais la baptiser L, qui a priori est un nombre réel. Et par conséquent, comme les sous-suites A2n et A2n plus 1 convergent vers la même limite, donc, on en déduit que la suite AN converge, et elle va évidemment converger vers la limite de ces sous-suites. Mission accomplie. L'objectif étant de démontrer que la suite des sommes partielles était convergente. En passant par l'étude de la sous-suite des termes de rang pair et de rang impair, on a démontré que ces suites étaient adjacentes. On vient de démontrer que ces suites convergent donc vers la même limite, ce qui atteste que la suite AN est convergente. Il nous reste donc à établir la majoration du reste, puisque maintenant la nature de la série est établie. Et pour ça, on va encore utiliser une propriété spéciale sur les suites adjacentes. Je vous rappelle que quand on a une suite adjacente, la suite qui est décroissante va tendre vers L, la suite qui est croissante va tendre vers L, ce qui va tout de suite engendrer des encadrements. C'est-à-dire que la suite qui est décroissante, c'est-à-dire la suite des termes de rang pair, elle est toujours située évidemment au-dessus de la limite, puisque sa limite en est un minorant, et la suite qui est croissante, elle est située en dessous de sa limite, puisque sa limite en est un majorant. Donc vous récupérez des encadrements de la limite qui sont valables pour tout n appartenant à n.
En l'occurrence, vous récupérez que pour tout entier naturel n, A2n plus 1 est nécessairement inférieur ou égal à L, qui est inférieur ou égal à A2L. Je vous rappelle de plus que L, c'est la somme de la série, puisque c'est la limite de la suite des sommes partielles. Donc on a, a priori, la situation suivante. Voilà la limite de la suite des sommes partielles, et voilà la position des sommes partielles selon que leur indice soit pair ou selon que leur indice soit impair. Alors, maintenant il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'obtenir une majoration du reste. Je vous rappelle que le reste est bien défini puisque la série est convergente, et que par définition, le reste de rang n, qui est donc cette somme-là, hein, la somme pour k variant de n plus 1 à plus l'infini de moins 1 puissance k à k, ce reste de rang n, si je l'ajoute à la suite des sommes partielles, je récupère donc la somme de la série, c'est le nombre L qu'on a indiqué ici. Ce qui veut donc dire qu'a priori, le reste, je peux l'exprimer comme la somme de la série moins la suite des sommes partielles. Moralité, la valeur absolue du reste n'est autre que la valeur absolue de an moins L. Cette valeur absolue, c'est la distance entre le terme général et la limite. Mais si vous observez ce dessin, quand vous prenez la distance entre deux termes consécutifs, puisque là je vous rappelle que A2n plus 2 sera situé nécessairement ici, puisque cette suite est décroissante, et que A2n plus 3 sera situé de ce côté-là, puisque la suite est croissante, vous vous apercevez que quand vous faites la différence entre deux termes d'indices consécutifs, vous obtenez évidemment une distance qui est plus grande que la distance entre ce terme et la limite. Donc, vous obtenez directement, suites sont adjacentes, que la distance entre L et AN est évidemment inférieure ou égale à la distance entre le terme d'indice suivant et le terme AN, puisque deux termes consécutifs sont forcément de part et d'autre de la limite L, puisque l'un fait partie des termes de rang pair, l'autre fait partie des termes de rang impair, puisque n et n plus 1 n'ont pas la même parité. Or, la différence entre ces deux termes-là, ça n'est autre que quoi? Ça n'est autre que le terme d'indice n plus 1 de la suite AN. On vient donc de montrer quoi? On vient donc de démontrer que la valeur absolue de Rn est donc majorée par an plus 1, puisque je vous rappelle que la valeur absolue de an plus 1 est égale à n plus 1, étant donné que la suite AN est une suite positive. On vient bien de montrer que le reste est majoré par le terme d'indice n plus 1, c'est-à-dire par le premier terme négligé dans le reste. On a donc montré le critère spécial sur les séries alternées, et on... L'exercice numéro 16 est une formalité, c'est une application directe de ce théorème, puisque vous pouvez noter que la suite 1 sur n, n supérieur ou égal à 1, est clairement décroissante, puisque le numérateur reste bloqué à 1 alors que le dénominateur devient de plus en plus grand. Donc elle est décroissante et même strictement décroissante et converge vers 0. Là pareil, il n'y a absolument rien à indiquer de plus. Par conséquent, cette série est bien une série alternée que du ressort du critère spécial sur les séries alternées. On récupère donc que la série de termes général moins 1 puissance n pour n supérieur ou égal à 1 est une série qui est clairement convergente. Alors, et évidemment, quand on voit cet exemple-là, on peut se poser une question naturelle qui est l'étude des séries dites de Riemann alternées. Donc on va se poser une question légitime et un petit peu plus vaste. On va se poser la question de la nature donc, des séries de Riemann dites alternées. Donc la nature des séries de termes généraux de la forme moins 1 puissance n sur n à la puissance s, où a priori s est un nombre réel. Quelle est la nature de ces séries de Riemann dites alternées? On va supposer que n est supérieur ou égal à 1 pour que le terme général soit bien défini. Alors, pour mener cette étude, on va essayer de passer encore une fois en revue les résultats habituels. Bon, il y a déjà une évidence crasse, c'est que lorsque S est inférieur ou égal à 0, eh bien cette série est grossièrement divergente. Donc on va commencer par le cas évident, le cas où S est inférieur ou égal à 0. Effectivement, dans ce cas-là, le terme général ne tend pas vers 0. Effectivement, si S est strictement négatif,
la suite que je récupère en prenant la suite des termes de rang pair tend vers plus l'infini. Donc on obtient que si S est strictement négatif, la suite moins 1 puissance n sur n à la puissance s, cette suite-là n'est pas bornée. Alors, j'ai pu écrire non bornée. Et si s est égal à 0, cette suite-là, elle est a priori égale à moins 1 puissance n, qui est notoirement divergente. Donc on obtient que quand s est inférieur ou égal à 0, soit le terme est divergent borné, soit le terme n'est pas borné. Dans tout état de cause, le terme général de la série ne tend pas vers 0. Le terme général ne tend pas vers 0. On a donc affaire à une série qui est grossièrement divergente. Le terme général, sans E, ne tend pas vers 0. Pas vers 0. Trop tard. Vous l'avez vu. Comme dirait Tristan, je l'ai vu, bah oui, j'ai vu. Ouais. Le terme général ne tend pas vers 0. Bon. Bref, la série diverge grossièrement. Donc moins 1 puissance n sur n à la puissance n, c'est une série qui a une divergence grossière. Maintenant, que se passe-t-il si S est strictement positif? Alors si S est strictement positif, c'est une toute autre histoire, puisque dans ce cas-là, si vous prenez la suite des 1 sur n, ici, le terme n à la puissance n est un terme positif croissant, donc ses inverses vont être positifs décroissants. Donc cette suite ici est une suite qui décroît. Donc c'est une suite qui est décroissante et qui converge également vers 0 puisque son dénominateur diverge vers plus l'infini, convergente vers 0. Par conséquent, on en déduit immédiatement en appliquant le critère spécial sur les séries alternées que la série qui a ce terme général-là est une série qui est convergente. On peut noter un cas spécial. C'est le cas où S est strictement plus grand que 1. Eh bien, on obtient une série qui va être cette fois-ci mieux que convergente, si j'ose dire, puisque cette série sera absolument convergente. Donc on obtient que pour les séries de Riemann alternées, quand la puissance est strictement plus grand que 1, on a l'absolue convergence et donc la convergence. Quand S est compris entre 0 strict et 1 large, alors dans ce cas-là, on a la semi-convergente, c'est-à-dire qu'elle est convergente, mais non absolument convergente. Et dans le cas où S est inférieur ou égal à 0, alors dans ce cas-là, la série sera grossièrement divergente, puisque son terme général ne tend pas vers 0. L'exercice numéro 17 est un exercice... Je commence par noter une petite faute d'indice là sur l'exercice où on avait supposé n plus grand que 0. C'est plutôt n plus grand que 2, puisque le terme pour n égale 1 n'est pas défini. Bon, ça n'altère rien sur la nature de la série. Il faut quand même que le terme général soit défini quand même à partir du rang où on la considère. Donc on va prendre n plus grand que 2. Alors ici, on pourrait croire un peu naïvement qu'on est dans le cadre du critère spécial sur les séries alternées, puisque si on exclut le moins 1 puissance n, on récupère ici une suite qui clairement tend vers 0, puisque le dénominateur tend vers l'infini. Seulement, la décroissance de cette suite-là, elle n'est pas réalisée. Cette suite-là, vous pouvez tester, vous pouvez regarder asymptotiquement quelle est la nature de la différence de deux termes consécutifs. Cette suite-là n'est malheureusement pas décroissante. Donc le critère des séries alternées, le critère spécial sur les séries alternées, ici, ne s'applique pas. Alors comment étudier la nature d'une série qui est manifestement non absolument convergente, puisque ici la valeur absolue de ce terme-là va se comporter comme 1 sur racine de n, donc la série ne sera pas absolument convergente, donc c'est quand même ce que je vais signaler en priorité. Donc si je pose un va être égal à moins 1 à la puissance n sur racine de n plus moins 1 puissance n, la première chose à faire c'est de se ramener à une série à terme positif, donc d'étudier la valeur absolue de son terme général, qui vaut 1 sur racine de n plus moins 1 puissance n. Terme général qui est clairement équivalent à 1 sur racine de n, puisque moins 1 puissance n est borné, sachant que racine de n tend vers l'infini. Donc on obtient que la série de termes général module de un est divergente, donc que la série de termes général un est donc absolument divergente. Donc là on est dans une situation critique où la série n'est pas à terme positif, la nature de la série ne dépend pas de son absolue convergente, parce que malheureusement elle diverge absolument. Donc on est dans le cadre d'une série qui est donc qu'on a qualifiée de semi-convergente ou divergente. L'horreur absolue, c'est qu'on ne peut pas appliquer le théorème, le critère spécial sur les séries alternées, qui était quand même notre critère a priori lorsqu'on avait
a priori non absolue convergence. Bon, il va falloir trouver une parade. Ben, je vous informe que la parade, ça va être toujours la même. Toujours la même. J'ai dit toujours la même? La parade, c'est de faire un développement asymptotique jusqu'à un terme de signe constant ou absolument convergent. Si on sait faire ça, on peut déterminer la nature de la série. Donc je vous ai dit, développement asymptotique jusqu'à un terme de signe constant est ou absolument convergent. Absolument convergent, parfait. Si c'est deux signes constants, c'est cool, parce que dans ce cas-là, on pourra appliquer les critères sur les séries à terme positif. Donc s'arrêter à un terme de cette nature, c'est être capable de déterminer la nature de la série. C'est parti. Donc on va faire un développement asymptotique de ce terme-là. Et vous savez bien que quand on fait un développement asymptotique, ce qu'il faut faire, c'est mettre en facteur le terme dominant au numérateur et le terme dominant au dénominateur. Alors le terme au numérateur ici, c'est moins 1 puissance n. Le terme au dénominateur, celui qui domine, c'est racine de n, comme on l'a déjà utilisé ici. Donc là, on va se ramener à 1 au numérateur, et là 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Ah oui, c'est l'effet factorisation du terme dominant. Quand on a repéré le terme dominant et qu'on le factorise, on récupère donc tout naturellement un terme qui tend vers 0. Là, vous voyez qu'on est dans le cadre d'utilisation des développements limités classiques. Puisque là, vous êtes dans le cadre d'applicabilité de 1 sur 1 plus u, avec u qui tend vers 0, puisque dans le calcul, je vais remplacer u par moins 1 puissance n sur racine de n. Donc là, on est dans le cadre d'application de ce développement limité, puisque ce terme tend bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Je vais développer ce terme-là jusqu'à avoir la garantie d'avoir un terme soit absolument convergent, soit de signe constant. Donc là, je vais déjà écrire les premiers termes de ce développement limité qu'on doit connaître par cœur. Non, je fais une faute de signe. Ça, c'est toujours comme ça. Quand on dit il faut faire ça, bam, on se trompe. Bon, c'est pas vraiment une faute parce que je me suis tout de suite corrigé. Hein. Vous m'excuserez. Hein. Donc il y aura ce gros pâté qui atteste que je suis allé trop vite. Bon, je mets des pointillés, puisque je ne sais pas jusqu'où je dois aller, je suis toujours dans l'analyse de la situation. Si je remplace le terme u par moins 1 puissance n sur racine de n, qu'est-ce que je vais récupérer? Donc je vais récupérer le facteur 1, qui après développement va me donner ce terme-là, qui est du critère du ressort du critère spécial sur les séries alternées, donc moins le terme qui est ici, donc moins 1 à la puissance n sur racine de n. Or, ce terme-là, multiplié par moins 1 puissance n racine de n, va détruire les moins 1 puissance n et va nous donner un terme de signe constant. Je vais donc, comme prévu, m'arrêter à ce terme, puisque je vous ai dit que je m'arrêtais à un terme de signe constant. Donc j'écris ce développement-là à la précision d'un petit taux de 1 sur racine de n. Quand je reporte l'expression ici, je vais notamment constater que l'analyse que j'ai faite est correcte, en toute logique, sinon je vais recommencer. Voilà, je développe l'expression. Cette expression va donc nous donner moins 1 puissance n sur racine de n, moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n fait 1 sur n, plus un terme négligeable devant 1 sur n. La suite qui est là, elle s'écrit comme moins 1 puissance n sur racine de n, moins une suite que je vais appeler alpha n, où la suite alpha n est équivalente à 1 sur n. Donc là, le calcul que j'ai fait de mon développement asymptotique, j'ai bien respecté le cahier des charges que je me suis fixé, à savoir développer un jusqu'à un terme soit absolument convergent, soit de signe constant, le ou étant inclusif, ça peut être les deux. Là, j'affirme qu'on peut conclure sur la nature de la série, et je le démontre. Effectivement, la série qui a ce terme général-là, elle, sa convergence résulte du critère spécial sur les séries alternées. Je m'explique. On a bien affaire à une série alternée, puisque c'est moins 1 puissance n fois une série à terme positif, et la suite 1 sur racine de n est une suite qui est d'une part décroissante et qui tend vers 0. Donc, cette série converge via le critère spécial sur les séries alternées. Donc on a la convergence. Maintenant, que se passe-t-il pour la série de termes général alpha n?
quelle est la nature de cette série? Nous savons que alpha n est une suite qui est équivalente à 1 sur n. Donc, comme ce terme-là est positif, par propriété des équivalents, le terme alpha n sera positif à partir d'un certain rang. Je rentre donc dans le cadre d'application des séries à terme positif. Or, le critère d'équivalence sur les séries à terme positif atteste que comme cette série-là est une série de Riemann divergence, la série de terme général alpha n diverge. Donc ça, c'est le critère d'équivalence sur les séries à terme positif. Or, si cette série diverge, la série de ses opposés divergera. Je peux donc dire que la série de terme général moins alpha n est une série divergente. Moralité. Le terme général un s'écrit comme le terme général d'une série convergente et d'une série divergente. Or, nous avons vu qu'en additionnant le terme général d'une série convergente et d'une série, une série qui est divergente. On obtient donc que la série de terme général un pour n supérieur ou égal à 2 est une série qui est divergente. Donc on voit que le critère des séries spécial des séries alternées s'utilise parfois en deuxième main, c'est-à-dire que quand il n'est pas applicable, en calculant un développement asymptotique du terme général, on voit son utilisation cette fois-ci légitime, puisqu'on tombera sur des séries de Riemann dites alternées, c'est-à-dire sur les séries qu'on a étudiées dans l'exercice précédent. Voilà pour cet exercice numéro 17. Pour faire plaisir à mon Rafik, le célèbre Rabiot. Le célèbre Rabiot qui est simplement de retraiter l'exercice dans un cadre très légèrement perturbé, puisque cette fois-ci je vais remplacer racine de n par n. Et je vous demande de voir si la série qui possède ce terme général est une série convergente ou une série divergente. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour mettre pause et pour commencer vos calculs. La nature de la série de termes général moins 1 puissance n sur n plus moins 1 puissance n va se traiter exactement de la même manière que la série de termes général précédent. Néanmoins, on va faire les choses dans l'ordre dans lequel ils doivent être. Déjà, constatez que le signe du terme général change, puisque le dénominateur va être du signe de n, puisque n, quand il est plus grand que 2, est toujours plus grand que moins 1 puissance n. Le signe changeant, la première des choses à faire, c'est d'essayer d'étudier si on a l'absolue convergence. L'absolue convergence livre souvent un verdict positif, donc on regarde immédiatement si on a absolue convergence. Donc on va calculer le terme général valeur absolue de un. Valeur absolue de un, la valeur absolue étant multiplicative, c'est le quotient des valeurs absolues. On va donc récupérer 1 sur la valeur absolue de ce terme-là, et on a vu que ce terme était positif, donc on va récupérer n plus moins 1 à la puissance n. Maintenant qu'on a affaire à deux termes positifs, on peut donc prendre un équivalent. Moins 1 puissance n étant borné et n tendant vers l'infini, ce terme-là est négligeable devant n. L'équivalent est donc de la forme 1 sur n. Le terme général de la série des 1 sur n est une série divergente. C'est la série harmonique qui est divergente, série de Riemann avec une puissance 1. Donc, si j'applique le critère d'équivalence des séries à termes positifs, puisque là les deux termes sont bien positifs, la divergence de cette série-là va donc entraîner par critère d'équivalence la divergence de la série de termes général valeur absolue de un. Donc, on va récupérer que la série de termes général un est donc absolument divergente. Catastrophe, quand une série est absolument divergente, on ne peut rien dire sur la série de termes général un. Elle peut très bien être convergente, comme elle peut être divergente. Donc l'étude de l'absolue convergence, ici, malheureusement, ne mène à rien. C'était une étude qui était tout de même nécessaire. Deuxième partie de l'étude, c'est l'étude des séries justement dont le signe n'est pas constant et qui ne sont pas absolument convergentes. Dans ce cas-là, on effectue un développement asymptotique de son terme général jusqu'à un terme soit de signe constant, soit absolument convergent, soit les deux évidemment. Donc on va mettre en facteur les termes dominants au numérateur et au dénominateur. Le terme dominant au numérateur, c'est moins 1 puissance n. Le terme dominant au dénominateur, c'est n. C'est ce qu'on avait constaté ici en cherchant un équivalent. Donc, on va récupérer ici en facteur 1 facteur de 1 plus moins 1 puissance n sur n.
ayant mis en facteur le terme dominant, on a la garantie que ce terme-là tend vers 0. Donc on voit que la clé va être encore une fois le développement limité de 1 sur 1 plus u lorsque u tend vers 0, puisque ce terme tend vers 0. Donc on va écrire au fur et à mesure les termes de ce développement limité pour bien voir à quel moment on va s'arrêter. Le premier terme de ce développement limité, c'est 1. Quand je développe, je vois directement apparaître une série de Riemann alternées convergentes, puisque 1 sur n tend vers 0, en décroissant. Donc on ne pourra appliquer le critère spécial sur les séries alternées. Le terme d'après, ça va être moins u, qui est remplacé par u. Donc u, je vous rappelle qu'on va prendre moins 1 puissance n sur n, qui est bien un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui rend la composition possible. On va donc récupérer ici moins 1 puissance n. Mais une fois que vous avez multiplié, vous allez récupérer ici moins 1 puissance n au carré, donc moins 1 sur n carré. Or, la série des 1 sur n carré est une série convergente. Donc là, je vais m'arrêter ici en disant que le terme d'après, en fait, je ne vais pas prendre moins u, je vais prendre simplement plus un terme qui est dominé par u. Je m'arrête ici, puisque je vais récupérer un terme absolument convergent. Donc là, je vais dire plus un terme qui est un grand O de 1 sur n. Effectivement, quand on développe l'expression, on va récupérer moins 1 puissance n sur n, plus, après multiplication, un grand O de moins 1 puissance n sur n carré. Le terme borné dans le grand O, évidemment, n'existe pas. Donc, on va récupérer moins 1 puissance n sur n, plus un terme dominé par 1 sur n carré. Alors, je crois qu'on peut conclure, puisqu'on est pile dans le cadre de ce qu'on a raconté. On a écrit ce terme général comme moins 1 puissance n sur n, plus une suite alpha n, où la suite alpha n a la propriété d'être dominée par 1 sur n carré. Si maintenant on applique le cours, on constate que la série moins 1 puissance n sur n, ça on l'a déjà signalé, est une série convergente en appliquant le critère spécial sur les séries alternées, tout simplement puisque la suite 1 sur n est une suite qui est positive décroissante vers 0. La série de termes général alpha n. La série de termes général alpha n étant dominée par la série 1 sur n carré, est une série qui est absolument convergente. Donc, elle sera convergente en vertu du théorème fondamental qui dit que toute série absolument convergente est convergente. Moralité, le terme général un s'écrit comme le terme général d'une série convergente et d'une série convergente. C'est donc la somme de deux séries convergentes. En utilisant les opérations sur les séries convergentes, on obtient que la série de termes général un converge. Donc on vient bien d'établir la nature de la série, et on a obtenu ici une série divergente. On a vu que là, la condition d'arrêt était légèrement différente. Tout à l'heure, on s'était arrêté de façon payante à un terme de signe constant. Là, on s'est arrêté à un terme qui était à la fois de signe constant et absolument convergent, qui était une bonne condition d'arrêt pour déterminer la nature de la série. Exercice numéro 18, qui clôt la séquence sur le critère spécial sur les séries alternées, est un exercice qui est très important pour comprendre justement l'importance dans l'utilisation du critère d'équivalence du fait que les suites doivent être de signes constants. Positif de préférence, on a vu qu'on pouvait toujours s'y ramener quand on a une suite qui est négative, il suffit de travailler avec la suite des opposés. Donc il faut voir absolument l'importance du fait que le signe doit être constant et positif, puisqu'on se ramène toujours à des séries à terme positif. Bon. Donc là, on a une suite à n dont le terme général est équivalent à une série de termes généraux convergents, en vertu du critère spécial sur les séries alternées, mais par contre, le terme général n'est pas positif. La question qui est posée, c'est est-ce que la série de termes généraux à n est convergente? Donc là, il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans les hypothèses du critère d'équivalence, puisque il est attesté que AN n'est pas de signe constant, y compris à partir d'un certain rang, puisqu'il est équivalent à une suite qui n'est pas de signe constant à partir d'un certain rang. Comme à partir d'un certain rang, effectivement, ces deux signes les deux suites ont le même signe, on a la certitude qu'on ne peut pas appliquer le critère d'équivalence des séries à terme positif. Et on va voir qu'en effet, cette hypothèse est clé, parce que je vais vous prouver qu'on ne peut pas déterminer la nature de la suite, de la série de termes généraux à n. Et ça va être très simple. Regardez.
Si je considère une suite AN qui s'écrit sous la forme de moins 1 puissance n plus 1 sur n. Vous notez que cette hypothèse-là, elle est parfaitement maintenue, puisque le terme 1 sur n est négligeable devant moins 1 puissance n racine de n. Si je prends donc ce terme général, je vais récupérer ici le terme général d'une série convergente par critère spécial sur la série alternée, et ici j'ai le terme d'une série divergente, c'est la série harmonique. On sait que quand on additionne une série divergente et une série convergente, on obtient une série qui est divergente. Donc j'obtiens que la série de termes général AN, avec ce terme général, est divergente, malgré que l'on ait ceci. Si je prends comme suite AN moins 1 puissance n sur racine de n plus, je ne sais pas, par exemple 1 sur n carré, là j'avais une série divergente, et bien maintenant j'obtiens une série convergente. Convergente pourquoi? Parce que la première série converge en vertu du critère spécial sur les séries alternées, et la deuxième converge, c'est une série qui est absolument convergente. Moralité, on a la somme de deux séries convergentes, et par opération sur les séries convergentes, on obtient que la série converge. Ce qui veut donc bien dire que avoir un équivalent à une série convergente, si le signe n'est pas constant, ça n'a aucune influence sur la nature de la série, puisqu'on a trouvé des séries qui vérifiaient cette hypothèse et qui étaient divergentes, et des séries qui étaient convergentes. D'où l'absolue nécessité, de toute façon c'est la base des mathématiques, quand on a un théorème, on vérifie que les hypothèses de ce théorème sont vérifiées pour pouvoir l'appliquer. Là on voit bien que l'hypothèse de positivité, elle n'est pas là pour faire joli, puisque si on n'a pas cette hypothèse-là, eh bien on arrive à construire des séries qui sont divergentes et convergentes et qui respectent cette hypothèse. Donc cet exercice-là montre que quelque part, le critère spécial sur les séries alternées, ça sera un bon moyen, l'utilisation de ce critère, pour récupérer des contre-exemples pour les critères sur les séries à terme positif, lorsque le terme général n'est justement pas positif. Donc quand vous avez des contre-exemples à donner dans la théorie des séries numériques, la plupart du temps, ces contre-exemples vont être donnés avec le critère spécial sur les séries alternées. Voilà, ça clôt le chapitre sur les séries, sur les parties, on va dire, académiques, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne les critères de convergence.